Bienvenue donc pour cet atelier. Donc d'une heure 30, je vais donc Anne-Laure Fédérici, déléguée générale du RTES. Je vais peut-être vous présenter très rapidement les intervenants de l'atelier et puis passer la parole tout de suite à Maëlle Copé, donc qui est présidente du RTES. Donc l'atelier est organisé donc avec Laurent Fraisse qui vient de s'asseoir, donc qui est chercheur et qui nous présentera l'étude en cours réalisée autour de 20 ans de politique publique locale d'économie sociale et solidaire. Laurent Fraisse, donc Maëlle Copé, Stéphane Pfeiffer qui est adjoint au maire de Bordeaux et membre et vice-président du RTES, trésorier et vice-président du RTES depuis donc la dernière assemblée générale de septembre, et Delphine Chaumiol, donc de la Fondation du Crédit Coopératif, qui est un des partenaires de l'étude aux côtés de la Fondation G2R La Mondiale. Et donc nous aurons à distance une intervention de Danielle Demoustier, que j'imagine vous connaissez tous, qui est donc chercheuse, et je pense que c'est bon, Danielle est bien à distance, et donc Danielle présentera l'évolution de la politique publique sur Grenoble, à partir notamment d'un ouvrage qu'elle a publié il y a quelques mois. Maëlle, je te laisse tout de suite. Alors bonjour à toutes et à tous. Il y a beaucoup de visages connus dans l'Assemblée, et je suis ravie de vous retrouver ce matin. Donc moi je m'appelle Maëlle Copé, je suis élue à Nantes et à Nantes Métropole à l'économie sociale et solidaire, et j'ai l'honneur, le privilège, la joie et la responsabilité d'être présidente du réseau des territoires qui s'engagent pour l'économie sociale et solidaire. Et aujourd'hui on va parler collectivité et ESS, et voilà. C'est enregistré et il y aura un replay, a priori, possible, si jamais vous vous endormez à un moment donné. Donc, ce que j'avais envie de vous présenter ce matin, en tant que présidente du RTES, c'est le travail qu'on est en train d'initier depuis quelques mois maintenant. Un travail qui se base sur un moment important, puisque le RTES, en fait, ça fait 20 ans que ça existe. Et quand on parle collectivité et économie sociale et solidaire, en fait, on se rend compte que les politiques locales qui, en faveur de l'économie sociale et solidaire, sont apparues à peu près il y a 20 ans. Et aujourd'hui, le RTES, c'est 200 adhérents quasiment, donc 200 collectivités qui s'engagent en faveur de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi ces collectivités agissent à l'échelle locale? L'ESS, on le sait, c'est un ancrage, c'est un projet de territoire. C'est des solutions qui trouvent leur écho dans la vraie vie, la réalité, le réel, qui s'accroche en fait à tester dans la réalité, de manière à grande échelle, des solutions qui peuvent répondre à des besoins, parfois portés, souvent, qui intègrent les citoyens et les habitants de nos territoires. Donc on a des collectivités qui sont à la fois sur ces moments d'amorçage, qui suivent les citoyens, et puis de plus en plus, on a aussi des collectivités qui ont besoin de voir s'amplifier, s'accélérer, se pérenniser en fait les solutions locales, et donc qui s'impliquent dans l'accompagnement nécessaire de ces solutions qui sont, je le redis, concrètes, durables, solidaires et ancrées. Et ça fait le relais aussi entre l'échelle locale et puis les défis plus globaux, en fait, auxquels ces solutions font écho. Ce sont les défis que nous avons tous et toutes en tête, autour du climat, autour de la démocratie, autour de la justice sociale. Donc, on l'entend, on le comprend, de plus en plus, les collectivités et les acteurs de l'économie sociale vivent ensemble, travaillent ensemble, deviennent partenaires, parce qu'il n'y a pas de transition écologique et solidaire possible sans une mise en mouvement des acteurs d'un territoire, dont aussi les acteurs publics. 20 ans, le RTES, c'est une sacrée expérience à mettre en perspective. On est passé, on va le dire, de l'embryon, où il fallait tout construire ensemble, à quasi 200 adhérents, c'est ce que je vous disais, dans un contexte qui a tellement évolué, qui a tellement changé. Bien sûr, je ne reviens pas sur l'urgence climatique. Les crises se suivent, mais ne se ressemblent pas. Si on commence à regarder 2008, 2020, on sent bien
qu'il y a des différences, qu'il y a des réalités différentes, mais il y a aussi, en tout cas c'est ma manière de rester positive et optimiste, il y a aussi probablement des prises de conscience qui s'accélèrent depuis ces 20 ans, en 20 ans. Les prises de conscience, elles sont sur les limites de la planète. La planète est finie. Ah oui, tiens. Donc les prises de conscience environnementales, elles sont là, elles sont présentes. Et puis il y a aussi les limites des prises de conscience sur les limites de notre système financier, sur notre système hyper mondialisé, numérisé. Et donc il nous semblait intéressant qu'au regard de notre expérience, notre humble contribution à tout ce bazar, si je puis dire, nous puissions prendre le temps d'une étude pour regarder, voilà, qu'est-ce qu'on a accompli, qu'est-ce qu'on a réussi, qui on est. Donc via un état des lieux, une photo, c'est basique, simple, mais en tout cas il faut commencer par là. Et puis partager aussi les objectifs qui nous animent, parce qu'on le sait, on a, je le répète, 10 années cruciales devant nous pour agir. Donc on va devoir aussi faire ce travail de scénario, un travail prospectif pour nous projeter et passer la seconde. Et puis il va falloir pour ça aussi se doter d'une méthode. Et c'est là où on a besoin du jus de cerveau de chercheurs pour, enfin en tout cas on attend beaucoup de la contribution des chercheurs, pour préciser les choses et avancer ensemble avec une boussole en fait et une méthode. Je ne serai pas plus longue parce que tu l'as dit Anne-Laure, l'idée c'est de rentrer dans le concret et vous allez voir qu'avec Laurent on a bien commencé, on a bien avancé et on a envie de partager avec vous. Non, pardon, non. On avait proposé à la Fondation du Crédit Coopératif qui nous accompagne dans cette étude de dire un mot de voilà, pourquoi la Fondation est partenaire de l'étude. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Ouais, enlevez le masque. Hop, c'est plus sympa. Merci pour l'invitation. Donc la Fondation Crédit Coopératif, on s'est donné une sorte de petit slogan qui est qu'on veut agir pour une ESS encore plus forte, encore plus agile et encore plus efficace, parce qu'on est persuadé que les acteurs de l'ESS ont tous les ressorts par leur principe d'action, par leurs valeurs pour pouvoir répondre aux enjeux sociaux et sociétaux et dans un contexte en constante évolution. Et donc pour ça, ces acteurs ont besoin d'être soutenus dans leur structuration, dans la transformation de leurs pratiques pour qu'ils soient justement plus pertinents. Et donc dans ce cadre-là, on soutient beaucoup de projets, de démarches comme celle du RTES, c'est-à-dire qui ont vocation à créer, à amener du dialogue entre des acteurs collectivités territoriales entre autres, mais entre les acteurs du territoire et qui créent des dynamiques de coopération. Et on soutient notamment des projets comme Territoire Zéro Chômeur Longue Durée ou comme la Fabrique des Transitions, qui travaille aussi beaucoup avec les collectivités territoriales, ou le mouvement pour l'économie solidaire, qui mène aussi d'ailleurs une recherche-action qu'ils vont présenter tout à l'heure au forum, où l'idée c'est de justement rendre visible l'apport des mouvements citoyens dans l'économie solidaire surtout toutes les questions d'innovation sociale et de transition écologique dans les territoires. Et d'ailleurs c'est une recherche qui est menée par Laurent Fraisse, donc il est partout. Et c'est ce qui nous intéresse aussi dans la recherche du RTES, c'est qu'au-delà de ce regard de chercheurs, ce regard scientifique qui analyse de façon objective le passé, qui fait une rétrospective, et il y a aussi une dimension participative avec une implication des acteurs de l'ESS et des collectivités territoriales pour vraiment croiser les regards, croiser les expériences, croiser les vécus et réfléchir ensuite ensemble à des futurs possibles et à une vision partagée du développement territorial qui implique tous les acteurs du territoire et qui permettent aussi de remettre l'humain au cœur des préoccupations, et notamment la participation citoyenne. Et on pense que cette recherche va aussi pouvoir mettre en avant le niveau aussi de connaissance
et le besoin d'outillage et de formation des collectivités territoriales, mais notamment des agents territoriaux et les élus, sur les outils de coopération, les outils et le mode de fonctionnement des acteurs de l'ESS pour pouvoir créer justement une culture commune, un langage commun et pour pouvoir mieux coopérer. Enfin, je pense notamment à des outils comme des modes de fonctionnement comme les PTCE, les pôles territoriaux de coopération économique, ou les monnaies locales complémentaires et citoyennes, où il y a vraiment un enjeu que les collectivités territoriales s'emparent de ces outils, enfin les connaissent déjà et s'en emparent pour pouvoir les proposer aussi dans leur territoire et pouvoir faire vraiment mouvement ensemble et inclure tous les acteurs, aussi les entreprises conventionnelles et les citoyens. Donc l'étude menée par le RTES et Laurent Fraisse permettra d'éclairer un peu tous ces sujets, de revenir aussi sur ce qui a marché, ce qui a moins marché, l'apport du RTES dans le développement de ces politiques publiques locales, et on espère permettra de diffuser un peu cette culture de coopération, cette envie de faire ensemble, parce que si on veut changer les choses, il faut le faire ensemble, bien entendu, et on espère aussi que ça donnera envie à d'autres collectivités de rejoindre le RTES, parce qu'effectivement, en 20 ans, vous êtes presque 200 membres, ce qui est très bien, et vous faites un travail remarquable, et en même temps, 200 collectivités sur le nombre de collectivités en France, c'est très peu. Donc, on espère que ça va pouvoir... voilà, c'est bien, mais il y a vraiment... je pense qu'il y a un potentiel vraiment pour que beaucoup d'autres collectivités vous rejoignent et puissent aller vraiment dans cette démarche de coopération et de développement territorial pérenne justement et inclusif. Merci beaucoup. Je propose, Laurent, de passer tout de suite la parole. Je ne sais pas, Rémi, les gens derrière, il y a du bruit souvent. Et c'est vrai que c'est assez bruyant avec la pluie qui tombe, si c'est possible, ouais. Derrière, je pense que c'est pas bien. Merci. Oui, bonjour à tout le monde. Merci pour cette invitation et proposition pour faire déjà présenter des résultats d'étape par rapport à une recherche-action peut-être qui est donc en partenariat entre la Fondation d'investissement des sciences de l'homme et le RTES, avec l'appui de la Fondation du Crédit Coop, comme ça vient de l'être. Donc le pilotage se fait avec notamment Jean-Louis Lavie et Marie-Catherine Henry, et puis côté RTES, Maël Copé et Anne-Laure Federici. Donc les objectifs de cette recherche d'action sont de tirer un bilan des politiques locales de l'ESS, de construire des scénarios partagés, et puis d'aller vers une publication collective en 2022. Donc on est dans la phase 1 de cette étude, et l'idée c'est de croiser à la fois une littérature grise, les bilans, les feuilles de route, les plans des politiques de l'ESS, mais aussi tout le savoir accumulé, l'expertise par le réseau RTES, avec une revue de la littérature académique sur ESS, développement local et collectivités locales. Donc c'est un travail en cours de route d'essayer de croiser ce que mettent en avant les chercheurs et ce que mettent en avant les élus d'une certaine manière. Et puis une phase 2 qui va commencer plutôt en 2022, ce sera de se projeter un petit peu dans l'avenir au regard d'un certain nombre d'enjeux actuels. Alors, la proposition que je fais suite dans ce travail, je vais vous présenter un travail en cours, donc c'est pas, le bilan n'est pas encore fini, mais c'est l'occasion d'en débattre avec vous. C'est une mise en perspective historique des politiques de l'ESS, avec une forme de périodisation que je propose, en finalement 4 périodes. La période 1980-90, la reconnaissance de l'économie sociale et solidaire sans les collectivités locales. Une deuxième période, 2001-2008, la mise à l'agenda et la co-construction. 2008-2014, diversification, consolidation et élargissement. 2014 à aujourd'hui, enfin on va dire avant le confinement, institutionnalisation et résilience. Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, le RTES a 20 ans, mais la reconnaissance de l'économie sociale, on peut dire, si on prend la date de la fin des années 70, elle en a 40.
Donc on a une sorte de période témoin, les années 80 ou 90, où finalement le renouveau de l'économie sociale à l'époque se fait à travers un processus national, statutaire et sectoriel, avec, en termes de politique publique, deux repères bien connus, la délégation interministérielle à l'économie sociale en 1981 et le secrétariat d'État à l'économie sociale et solidaire 2000-2002. Ça borne cette période-là et on voit bien qu'on a plutôt un cadrage national des politiques publiques à cette époque-là, ce qui veut dire qu'en contrepoint, le territoire est secondaire à la fois dans la structuration des politiques publiques, mais aussi dans la structuration des acteurs qui s'organisent beaucoup plus en unions et fédérations sectorielles. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que les collectivités locales ne sont pas présentes. On sait bien que le mouvement de décentralisation et les travaux de Viviane Chernonog, dès les années 90, montrent le poids croissant des collectivités locales dans le financement et le soutien des associations pour construire un certain nombre de politiques locales, sauf que c'est souvent une entrée sectorielle. Et d'une certaine manière, l'économie sociale et solidaire ne fait pas sens pour structurer l'action publique. Un exemple un peu emblématique, la politique, par exemple, d'économie sociale et solidaire de la région Nord-Pas-de-Calais sur les services proximité à la fin des années 90, il n'y a pas dans l'appel d'offres véritablement économie sociale et solidaire. En tout cas, ça a été sujet à discussion. Donc ça veut dire que finalement, on a aussi à l'époque, les statistiques sont nationales et les portraits ou les panoramas de l'économie sociale qui sont faits, en fait, passent en revue les différentes familles et statuts coopératives, mutuelles, associations, et passent en revue le poids socio-économique de l'économie sociale dans les différents secteurs, hein, de la banque à l'assurance, en passant par le médico-social, l'agriculture, etc. Donc les territoires sont relativement absents des portraits qui sont faits. Et d'ailleurs, si on regarde la littérature, qu'elle soit la littérature portée par les leaders du mouvement, je pense par exemple aux ouvrages de Jacques Moreau, je pense à un ouvrage qui faisait référence comme celui de Claude Viennet, finalement, les relations au pouvoir public sont principalement pensées comme des relations avec l'État. Et donc les problématiques, notamment, par exemple, si on regarde les articles de la RECMA dans cette période-là, donc la revue de l'économie sociale, portent beaucoup plus sur des problématiques de comment les entreprises et les groupes de l'économie sociale doivent faire face, par exemple, au mouvement de libéralisation, au droit européen. Mais finalement, il y a assez peu d'articles sur les territoires et les collectivités locales. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas de relation entre les acteurs de l'ESS et les territoires. Hein. Et notamment, il y a quand même, et je pense, il y a une concomitance entre renouveau de l'économie sociale et intérêt pour le développement local. Finalement, il y a une réémergence des deux thématiques dans les années 70. Pour autant, il n'y a pas une traduction explicite, un lien organisé sur les territoires entre les deux notions. Et pourtant, pendant toute cette période, il y a de nouveaux acteurs qui apparaissent dans les territoires sur l'ESS à travers l'insertion par l'activité économique, à travers les initiatives locales, à travers les services de proximité, à travers les emplois aidés. Donc on voit bien que le ESS et territoires sont travaillés, pour autant, encore une fois, à travers plutôt des politiques, pas de l'ESS, mais des politiques d'emploi et d'insertion, des politiques de développement social urbain. Et comme je disais, l'ESS n'est pas structurante à cette époque-là. Et puis, il y a le début de regroupements infrarégionaux d'acteurs. Je pense notamment aux acteurs de l'économie solidaire qui construisent des pôles, des agences, des associations à un échelon infrarégional. Ça veut dire que le territoire va faire sens pour des amorces de structuration d'acteurs. Et puis, les consultations régionales de l'ESS en 1999, plus les premiers contrats État-région impulsés par le secrétariat d'État à l'économie solidaire, vont amorcer un mouvement de territorialisation des politiques publiques de l'ESS. Alors on passe à la période 2, 2001-2018, que j'ai appelée mise à l'agenda et co-construction avec les premiers élus à l'économie sociale et solidaire à différentes échelles de collectivités locales. Là, on est dans la période des pionniers. Hein, et des pionniers avec une mise à l'agenda politique en termes de contexte qui dépend d'options partisanes, avec une surreprésentation des élus verts dans les majorités gauche plurielles qui construisent cette compétence ESS. Une autre variable intéressante à avoir en tête, c'est une variable économique. On est plutôt dans une phase
avec la création notamment des agglos ou des communautés de communes. On est plutôt dans une phase d'expansion des financements des collectivités locales. Donc il y a les moyens de construire de nouveaux domaines de l'action publique dans finalement des échelons qui se complexifient. Et puis il y a l'idée d'avoir un autre regard sur l'économie territoriale, sensible à d'autres approches. Je pense aux nouveaux indicateurs de richesse. Et donc on essaye un petit peu d'avoir un autre regard sur le développement économique. Et cette période-là, pour moi, je la qualifie sur co-construire localement des outils et des politiques spécifiques en faveur de l'ESS. Ça veut dire qu'est-ce que les collectivités locales peuvent faire pour renforcer l'économie sociale et solidaire sur les territoires. Les apports du RTES, eh ben, d'abord, elles participent activement avec d'autres, je pense, et par exemple au CRES, au tournant territorial de l'ESS. Il y a véritablement, à partir des années 2000, le territoire devient structurant en France pour l'économie sociale et solidaire, ce qui n'était pas encore une fois le cas de la période précédente. Et il y a quelque chose que je pense qui a été sous-estimé dans l'histoire de l'ESS, c'est que les collectivités locales vont bricoler de nouveaux référentiels de l'ESS, c'est-à-dire la question de la définition. Les premiers élus pionniers doivent se coltiner cette question. C'est quoi l'ESS ? À quelles initiatives, acteurs, populations je m'adresse ? Avec qui je vais travailler? Ces questions-là, c'est des questions structurantes. Et donc, finalement, elles vont tâtonner sur des définitions parce qu'il n'y a pas de définition nationale, il n'y a pas institutionnalisé. Et donc, ce qui va se faire, c'est qu'elles vont finalement élargir la définition statutaire en introduisant finalement aujourd'hui des critères qui sont banalisés, mais qui à l'époque ne l'étaient pas forcément. Les questions des initiatives locales, l'ancrage territorial, l'utilité sociale, l'innovation sociale, la citoyenneté économique, si vous regardez les appels à projets, les premiers appels à projets, il y a ces critères qui apparaissent en plus de l'approche statutaire. La deuxième, c'est la structuration des acteurs. Les élus doivent faire face à un paysage parfois fragmenté, sans forcément d'acteurs organisés. Et la question de qui vont être mes interlocuteurs devient fondamentale parce que finalement, dans ma collectivité, je suis un élu, j'ai peut-être 1 ou 2 conseillers techniques, mais j'ai besoin d'avoir des ressources à l'externe pour légitimer ma politique à l'interne. Et donc, j'ai besoin d'avoir des acteurs organisés. Et donc, l'appui à la structuration des réseaux et des acteurs va être fondamental. Construire des enjeux transversaux, il faut que j'ai des enjeux de politique publique qui parlent à tous les acteurs, quel que soit leur statut, qui parlent aussi aux acteurs, quel que soit leur secteur. Et donc là, il y a comment on construit des objets, on cadre des problèmes politiques publiques ESS sur les territoires qui soient transversaux aux familles et aux enjeux. Il y a des positionnements divers de l'ESS en fonction des compétences des collectivités locales, mais aussi des compromis dans les majorités existantes. C'est plutôt emploi, développement économique, cohésion sociale, mais on voit bien qu'il y a une diversité de positionnement de l'ESS sur les compétences. Et puis les thématiques dominantes sont un peu héritées des débats nationaux, insertion par l'activité économique, emploi, service à la personne, commerce équitable, finance solidaire, avec un thème sur lequel je crois que aussi les collectivités locales ont largement contribué, c'est l'ancrage territorial des activités et des emplois de l'ESS, c'est comme argumentaire. Avec, et également, toute cette période, c'est l'expérimentation d'instruments dédiés. Je ne vais pas les énumérer, ils sont nombreux. Il y a d'abord des plans de développement de l'ESS. Ça n'existait pas avant qu'il y ait des politiques. Il y a des appels à projets. Je crois qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un peu généralisé. On pourra en discuter si c'est bien ou pas. Il y a les portraits statistiques. Il faut voir que si il y a eu des portraits statistiques à un niveau infrarégional, au niveau d'agglomération, c'est certes parce que le CNCRES, à l'époque, s'en est emparé, mais c'est aussi parce qu'il y a eu une demande. Il y avait des demandes de la part de collectivités auprès de chercheurs, d'acteurs. Faites-nous des portraits. Ces portraits que vous utilisez tous pour montrer le poids socio-économique de l'ESS dans vos territoires. Et puis, il y a des dispositifs d'accompagnement et de financement. C'est quelque chose qui est aujourd'hui banalisé, mais à l'époque, c'est dire qu'il nous faut des outils d'accompagnement et de financement spécifiques parce que les outils d'appui à la création d'entreprises classiques ne correspondent pas au projet que l'on veut soutenir. Alors, en matière de littérature à l'époque, parce que je fais ici aussi un parallèle, c'est les années 2000, le début finalement d'une littérature croissante qui cherche à comprendre l'articulation, mais aussi les apports de l'économie sociale et solidaire au territoire. Donc, je prends par exemple un ouvrage de Drapery qui dit que le développement local endogène est l'utopie concrète de l'ESS
à la fin du XXIe siècle. Les travaux de Coltis, Nadine Richesse-Battesti, Daniel Demoustier sur développement local et ESS. Il y a aussi les Québécois qui ont travaillé sur ces thématiques-là. Et il y a aussi une territorialisation de la production statistique avec l'Observatoire du CNCRES. Reste que ces premiers travaux des années 2000, on se demande plutôt quelle est la place des initiatives et des entreprises de l'ESS dans les systèmes productifs locaux pour répondre à les besoins. Et finalement, les collectivités locales restent en arrière-fond, mais ne sont pas forcément un facteur premier et analysé, même s'il y a des premiers ouvrages qui prennent les politiques de l'ESS comme un objet de recherche. Alors, troisième période, c'est la période 2008-2014, diversification, consolidation, élargissement. Sur le plan politique, il y a un nouveau cycle électoral. On va dire il y a eu un premier cycle entre 2001 et 2008. Et il y a une consolidation de la compétence et une expansion du nombre de collectivités locales. C'est-à-dire que finalement, il y a une reconduction de la compétence ESS suite aux nouvelles élections municipales, départementales et régionales qui confirment que les collectivités pionnières n'étaient pas, on va dire, un one-shot. Ça ne disparaît pas de l'agenda, mais ça s'étend à d'autres échelons. Et surtout, il y a une diversification du portage politique au-delà, on va dire, des Verts, à toute une série d'élus et aussi des élus centristes et des élus de droite qui commencent à s'emparer de la thématique. Donc ça, c'est intéressant. Et il y a une nationalisation progressive des débats. Le RTES va participer au rapport Vercamer, va participer aux états généraux de l'ESS en 2010, parce que, effectivement, dans cette période-là, il s'agit aussi de construire une politique nationale qui fait défaut. Pour prendre un point de repère de cette généralisation, quasiment toutes les régions à l'époque ont une politique de l'ESS, donc vous allez avoir le manifeste de l'Association des régions de France sur l'ESF, ce qui est une percée, qui est comme ça une association d'élus qui a à dire quelque chose sur cette thématique-là. L'autre facteur de contexte, c'est la crise de 2008 qui va ébranler, on va dire, momentanément le logiciel néolibéral et les représentations dominantes de l'économie. En tout cas, publiquement, dans les discours, l'ESS devient une solution. Et donc, d'une certaine manière, pour chercher des nouvelles solutions, la question de rendre l'économie résiliente par l'ESS devient un argumentaire. Et puis, cette période-là, c'est la période des politiques transversales de l'ESS où on va au-delà d'outils spécifiques. Alors, les apports du RTES, ils sont nombreux. D'abord, il me semble que sur le plan définitionnel, il y a une consolidation du terme économie sociale et solidaire dans cette période, c'est-à-dire qu'on parle, le E et le 2S devient mainstream dans les discours, mais aussi dans l'affichage des politiques publiques par les collectivités. Il y a eu aussi une tendance à inscrire davantage l'ESS dans les politiques de développement économique, et il faut bien voir que dans ces périodes, les collectivités locales et le RTES sont le laboratoire de l'action publique en faveur de l'ESS en l'absence de politique nationale. On est quand même dans une période où, pendant 10 ans, il ne va pas y avoir grand-chose sur le plan national. Et donc, comme j'ai dit, ça participe à la nationalisation des débats, mais il y a aussi un travail qui va être très important pour que le RTES, avec d'autres acteurs, fasse que les territoires et les collectivités locales soient dans la loi ESS amont et que cette dimension soit pleinement reconnue. Et donc, ce que j'ai déjà dit, il y a l'argumentaire de la résilience des activités et des emplois face à la crise, parce que après 2008, il y a une chute des emplois dans le secteur marchand concurrentiel, et on voit bien que dans l'ESS, l'emploi résiste et continue à augmenter. Donc là, il y a un contraste qui peut être mis en avant par les élus dans les territoires. Il y a l'émergence dans les apports des réseaux infrarégionaux, je pense aux Écosolis par exemple, mais on peut penser au pôle ESS en Bretagne. Donc il y a le souci, au-delà du soutien aux CRES, d'avoir des collectifs qui puissent être des interlocuteurs à un niveau infrarégional. De nouvelles thématiques, et je crois que le grand apport des élus à l'ESS, c'est d'avoir exploré des thématiques, des cadrages de problèmes publics en se détachant de l'insertion par l'activité économique et des services de proximité tels qu'ils étaient formulés dans les 90. Donc on est sur des questions d'alimentation durable et circuits courts, sur de la mobilité douce, sur des réemplois, sur des monnaies locales. On voit bien qu'il y a une forme d'exploration de nouvelles thématiques en matière de politique publique. Et puis il y a ces outils transversaux, commande publique responsable, mode de contractualisation, investissement dans des SIC, PTCE, changement d'échelle, etc.,
Donc là, il y a l'idée de quoi? D'essayer de toucher aux régulations économiques qui ne concernent pas uniquement les acteurs et entreprises de l'ESS, mais qui vont toucher l'ensemble des acteurs économiques d'un territoire. En faisant davantage entrer l'ESS dans le droit commun, c'est-à-dire non seulement dans les schémas de développement économique, mais aussi est-ce qu'on peut mettre de l'ESS dans les agendas 21, dans la politique de la ville, dans les plans locaux pour l'habitat, etc., etc. En termes de littérature, on a une littérature qui intègre de plus en plus des concepts issus de l'analyse des politiques publiques et de la sociologie de l'action publique, c'est-à-dire on parle de plus en plus de gouvernance locale et territoriale, on parle de cadrage des problèmes publics, de régimes territoriaux de l'action publique, de référentiel des politiques publiques. Bref, on a une littérature qui essaie de saisir davantage et de manière plus systématique le rôle des collectivités locales par rapport à l'ESS et le type finalement de politique publique et d'instruments qu'elles génèrent. Troisième et dernière période d'institutionnalisation et de résilience. Très clairement, et on le voit d'ailleurs, c'est un petit peu un quasi-préambule aujourd'hui dans des bilans où les feuilles de route des politiques de l'ESS, ça commence avec un chapeau sur la loi Hamon. C'est-à-dire que c'est devenu la référence pour chacun des élus, ce qui veut dire que les débats définitionnels sont beaucoup moindres qu'au début des années 2000. On a un cadre ici et on se réfère à ce cadre, on peut éventuellement l'adapter localement, mais en gros, il n'y a plus de grosses controverses sur la définition. Et je pense que ça a eu, dans cette période-là, quelque chose d'important, parce que ça a permis de maintenir l'ESS dans les organigrammes des politiques locales face à l'affirmation de nouvelles notions, l'entrepreneuriat social, mais aussi toutes les formes d'économie, de proximité, de transition, d'innovation, dans lesquelles l'ESS aurait pu être dilué d'une certaine manière dans la structuration des politiques publiques. Reste qu'il me semble que les référentiels sont plus économiques et entrepreneuriaux, si on regarde un certain nombre d'affichages de politiques publiques, en raison du double effet de la loi de 2014, mais aussi de la montée de l'entrepreneuriat social. Donc on a un ancrage beaucoup plus fort et affirmé de l'ESS dans le développement économique. On parle plus de soutien aux entreprises qu'aux initiatives, et en gros, on soutient les entrepreneurs sociaux plus que les porteurs de projets. Je caricature un peu, mais il y a un peu cette tendance-là, avec une densification, une normalisation des écosystèmes de l'ESS, si vous voulez, en termes de représentants de l'ESS, de structures d'accompagnement et de financement, etc. On a des réseaux qui sont aujourd'hui très organisés, beaucoup plus denses. On parle d'ailleurs d'écosystèmes territoriaux. Et d'une certaine manière, si je parle de résilience, c'est que finalement, les politiques locales dans cette période ont dû faire face à un certain nombre d'épreuves. L'épreuve de l'alternance politique, alors ça ne s'est pas forcément bien passé partout, mais malgré tout, l'ESS n'a pas disparu alors qu'il y a eu des changements de majorité. L'épreuve de l'austérité budgétaire, il y a eu des baisses de dotation de l'État qui auraient pu, ici et là, menacer des politiques, et finalement, ça a résisté. Alors bon, les budgets des politiques de l'ESS restent modestes, mais tout de même, c'est à souligner. Et puis, il y a eu la réforme des collectivités locales, fusion des régions et loi NOTRe, avec cette redistribution des compétences qui aussi, sur lesquelles les politiques de l'ESS ont été résilients. Alors les apports du RTES dans cette période, ils sont aussi nombreux. D'abord, je pense qu'il y a cette capacité aujourd'hui du RTES à avoir une approche différenciée de l'ESS selon les échelles. Donc on passe d'un discours un peu global sur l'ESS et avoir un regard et une expertise précise. On passe finalement d'une période où on avait des collectivités locales pionnières à une question de la couverture territoriale. Donc aujourd'hui, on se demande où est-ce qu'il n'y a pas de politique locale de l'ESS. Et donc du coup... finalement, c'est peut-être aussi un indice aujourd'hui des zones blanches. C'est là où il n'y a pas de politique, par exemple, ça pourrait être un critère. Il y a des appuis structurants, on va dire, plutôt à comment on passe du soutien aux initiatives plutôt à des soutiens à la coopération ou du changement d'échelle par la coopération. Le RTES a un rôle très important sur les PTCE, mais on pourrait dire aussi sur toutes les dynamiques de coopération, tiers-lieux, incubateurs, enfin j'imagine que vous soutenez tout ça, et donc il s'agit d'aller un petit peu plus loin que le soutien aux initiatives. Je pense qu'il y a un enjeu en termes d'emploi, parce qu'on voit bien que l'emploi sur l'ESS stagne ou parfois baisse. Donc on passe d'un discours sur aussi la création à un discours sur la consolidation, la professionnalisation et la diversification de l'emploi sur l'ESS, voire aux questions aussi de renouvellement
qui sont à nouveau en jeu. Soutien direct, il y a des collectivités qui investissent, qui ne sont pas dans des SIC, qui disent c'est aussi par un instrument. Il y a des débats comme l'accès au foncier, et puis il y a une fonction, je crois, de prospective sur la R&D territoriale, une capacité aussi à avoir un discours sur les enjeux du territoire de manière générale à partir de l'ESS. Et puis voilà, je pense qu'il y a aussi la capacité à se projeter à plusieurs échelles. J'ai plus que deux diaporamas. En termes de littérature, je trouve qu'il y a une forme il y a deux mouvements. Il y a d'abord une spécialisation thématique. Aujourd'hui, il y a des articles qui traitent des monnaies locales. Enfin voilà, on va traiter une thématique avec les collectivités territoriales et plus uniquement l'ESS et les collectivités territoriales. Donc il y a une sorte d'affinement sur le rôle des collectivités sur telle ou telle thématique. Et la deuxième, c'est l'apparition de comparaisons internationales sur la question des collectivités. Je pense notamment aux travaux de la chaire ESS UNESCO. D'ailleurs, je trouve que ce serait bien qu'il y ait des collectivités territoriales. J'ai assisté à Teruel au colloque EMES de l'entreprise sociale, une session où il y avait des monographies sur l'économie sociale et solidaire à Liverpool, à Montréal, à Mexico. Je trouve que ce serait bien qu'il y ait aussi que les collectivités françaises soient présentes. J'en termine avec les défis, c'est-à-dire là, je pense qu'il y a un certain nombre de défis à travailler dans les scénarios. Est-ce il y a eu des acquis, une institutionnalisation d'une niche ESS au risque, ça c'est pour être un provoquant, d'une dépolitisation et une technicisation des enjeux et une technicisation des dispositifs. Donc là, il y a peut-être, est-ce qu'il ne faut pas un peu repolitiser les politiques locales de l'ESS? À quelles conditions ces politiques font levier vers une transition écologique et citoyenne? C'est-à-dire comment véritablement les outils qui sont ces acquis permettent d'agir sur un autre développement ou une transition? Comment aller au-delà de politiques incitatives? Finalement, si on regarde en termes de politique publique, vous êtes sur des politiques, ce qu'on appelle la soft policies, c'est-à-dire des dispositifs incitatifs, mais comment on peut agir sur les politiques contraignantes, c'est-à-dire sur les cadres législatifs, sur les codes des marchés publics, sur les emplois aidés, qui se jouent sur la fiscalité, des choses qui se jouent à un autre niveau, et qui supposent d'agir avec d'autres, mais qui sont aussi structurants si on veut avoir des politiques plus transformatrices. Je pense qu'il y a des marges de progrès sur une vision de l'ensemble des financements locaux à l'ESS dans les collectivités locales. Je pense qu'il y a des marges de manœuvre pour pouvoir aussi peser sur les arbitrages budgétaires et les allocations, voilà, de passer d'une micro-politique à une politique qui joue sur les arbitrages politiques, par exemple, du développement économique. Quelle prise réelle des dynamiques locales des politiques sur l'emploi à l'ESS, c'est-à-dire sur les statistiques que vous produisez, parce que finalement l'emploi sur l'ESS, il dépend de politiques sectorielles sur lesquelles les politiques locales n'ont pas forcément prise. Et puis, comment en faire un acteur central des politiques sectorielles? Comment on fait qu'une politique sectorielle locale ce soit l'ESS l'acteur principal? Et ça, il peut y avoir des exemples à l'étranger qui me semblent intéressants. Enfin, la reconfiguration qu'ont produite les politiques de l'ESS, c'est s'adresser à une économie de proximité de TPE-PME, mais qui est finalement relativement déconnectée des dynamiques des grands acteurs de l'économie sociale qui ont, pendant la même période, été plutôt sur des dynamiques de concentration, de fusion-acquisition, de restructuration, qui se jouent à d'autres échelles de territoire. Et donc, il y a la question de savoir, est-ce que finalement, ces acteurs qui appartiennent à l'économie sociale et solidaire, finalement, c'est des acteurs qui ne sont pas considérés par les politiques locales. Je vais peut-être m'arrêter là. Je verrai sur le dernier slide qui est sur les suites. On le fera après. Merci. Merci beaucoup Laurent pour cette présentation. On aura d'une part l'enregistrement et puis le diaporama qu'on pourra aussi diffuser auprès des participants. Je propose peut-être tout de suite de passer la parole à Daniel de Moustier pour avoir donc un peu un éclairage à partir de la métropole grenobloise. Daniel de Moustier, que tu as cité à plusieurs reprises, qui a beaucoup travaillé sur l'économie sociale et solidaire et l'économie sociale en tant qu'actrice de développement local, et qui a publié, Daniel, l'année dernière, un ouvrage qui s'appelle donc l'ESS du développement social au développement durable,
l'exemple de la métropole grenobloise. Donc normalement, Daniel est avec nous, nous entend. C'est bon, ok. Et je voulais juste saluer le département du Pas-de-Calais, le département de Guadeloupe qui nous suivent à distance aujourd'hui. Bonjour. Daniel, c'est à toi. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien ? Question ? Merci de votre invitation et je m'excuse d'être à distance avec vous, mais je vais présenter mon exposé qui va illustrer en grande partie le propos de Laurent Fraisse, avec parfois des décalages qui sont liés à la situation locale qui est reflétée dans l'ouvrage effectivement que Anne-Laure tu viens de citer. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'à Grenoble, il existe une longue tradition d'intervention publique pour trouver des solutions économiques à la question sociale. Pour être très rapide, on peut citer le rôle du maire Renaudon dans la création de la mutuelle des... C'est bon ? Non, on ne te voit pas en vidéo, mais on t'entend. Et on va mettre le micro... Ma vidéo est allumée, alors je ne sais pas. Bon, je continue quand même. Si vous m'entendez, c'est l'essentiel. D'accord. Donc je reprends juste quelques exemples dans l'histoire. Le rôle du maire Renaudon dans la rédaction des statuts de la première société mutuelle de bienfaisance et d'entraide des Gantiers. On a aussi le rôle du maire Beria dans la création du conseil local de la mutualité en 1842, qui est le deuxième conseil en France après Marseille. Le rôle du maire Taulier dans la création d'un restaurant sociétaire, le rôle du maire Mistral dans l'habitat social, enfin bref, on a toute une tradition très interventionniste. Donc il n'est pas étonnant que la ville de Grenoble ait été une des premières, avec Rennes, si je me trompe, en 1998, à se positionner en soutien à l'économie sociale, comme on disait à l'époque, avec le soutien d'un élu qui était chargé du développement économique et qui est un chercheur en développement local que certains doivent connaître, qui est Bernard Pécœur. Donc on a une condition locale assez particulière. Et le relais a été pris donc en 2003 par la métropole, avec une période de transition qui a été assez floue entre la ville et la métropole, jusqu'au transfert du service économique de la ville en 2015. Voilà. À travers ces périodes, on a vu aussi, et ça, tu l'as cité, Laurent, des hésitations sur les représentations sur l'économie sociale, ce que tu as appelé les référentiels, c'est-à-dire sur l'identité et le champ de l'économie sociale, et puis l'économie sociale et solidaire, et qui est en grande partie effectivement liée aux postures politiques, notamment sur notre territoire, entre le Parti socialiste et les Verts. En fonction de l'élu en charge de ce champ, les options n'ont pas été les mêmes. On a oscillé entre l'insertion, l'économie solidaire, et surtout les échanges solidaires, AMAP, commerce équitable, puis la cohésion sociale, puis la création d'activités et d'emplois. Et aujourd'hui, comme tu l'as précisé, on est vraiment sur l'optique du développement économique autour de la transition écologique et de l'attractivité du territoire. Avec une intégration croissante des entrepreneurs sociaux. C'est très récent, l'arrivée des entrepreneurs sociaux sur le territoire grenoblois, mais ils sont très dynamiques aujourd'hui pour proposer des nouvelles activités dans ce champ-là. Alors, la métropole a mis en place un certain nombre de moyens qu'on va retrouver, je pense, dans plusieurs autres collectivités, principalement un plan local de développement de l'économie sociale et solidaire. On en est à la 4e version qui a été votée par une délibération de mai 2021 et qui portera sur la période 2021-2026, avec aussi une intégration de l'économie sociale et solidaire au projet métropolitain 2030. Donc c'est intéressant, c'est que l'ESS est intégré dans une vision, en tout cas à moyen terme, et pas simplement à court terme. Il existe aussi un service au sein de la direction du développement économique qui réunit 3 développeurs et qui a un rôle, un soutien direct des acteurs, mais aussi un rôle de dynamisation des relations transversales avec les autres services. Ça, je pense que c'est tout à fait intéressant, ce qui renvoie effectivement à la question de la transversalité de l'économie sociale et solidaire. Comme autre moyen, un appel à projet permanent, qui est devenu permanent, qui n'était pas au début, mais qui est devenu, avec une enveloppe budgétaire de 420 000 € annuels, ciblée sur l'ESS.
En termes de gouvernance, la métro, après plusieurs essais, a mis en place un comité de pilotage qui réunit 16 élus des 49 communes du territoire, hein, et puis un comité des acteurs qui est réuni 1 ou 2 fois par an, hein, qui est plus un lieu d'information, hein, et de discussion générale. Hein. Enfin, la métropole s'appuie sur ce qu'elle appelle des outils structurants. Alors, il y a l'association Alpes Solidaires pour la visibilité et l'animation des acteurs, hein, qui gère le site Alpes Solidaires. Hein. Il y a des outils, des structures d'incubation qui sont très nombreuses sur le territoire. Hein. Ça va de l'intervention de l'URSCOP aux incubateurs comme Interincube, Rhône-Alpia ou Pépinière, hein, etc. L'outil financier, bon, France Active, qui s'appelle ici Gaïa. Et puis des investissements immobiliers, puisque la métropole a créé 3 hôtels d'activité, Artis, hein, pour l'artisanat et les innovations sociales, hein, et met aujourd'hui à disposition d'une partie d'une halle industrielle qui accueille aussi des entreprises high-tech pour une plateforme de l'économie circulaire. Et enfin, la métropole appuie aussi le versant recherche avec la chaire ESS de Sciences Po Grenoble. Voilà, donc la métropole en fait dispose de toute une batterie d'outils qu'elle a mis en place, qui ont évolué dans le temps, hein, mais qui se veulent effectivement des outils à la fois d'accompagnement et de structuration du champ. Hein. Alors, quelles sont les actions en fait qui sont faites principalement, bon, Grenoble se situe, hein, dans la moyenne des métropoles françaises. Hein. Il n'y a pas de spécificité, je dirais, statistique, hein, de l'ESS local. Hein. Et un peu comme partout, la métropole, effectivement, appuie largement la création d'activités économiques, hein, et la structuration économique par filière. Hein. Aujourd'hui, il y a quelques filières vraiment qui sont les filières clés de la transition écologique, hein, qui sont l'alimentation durable, hein, le réemploi, l'économie circulaire et la mobilité alternative. L'habitat, le logement, l'habitat avait été un champ qui a été assez soutenu pendant une période, hein, notamment l'habitat participatif, l'habitat intergénérationnel, etc. Bon, c'est un champ qu'on ne retrouve plus dans le nouveau plan local de développement. Hein. La métropole est aussi, sur ces filières, la métropole non seulement soutient de façon externe, mais elle participe directement puisqu'elle est membre de plusieurs SIC, sociétés coopératives d'intérêt collectif, hein, que ce soit dans le numérique, mais aussi dans l'autopartage avec Cities, dans le réemploi avec la nouvelle SIC qui vient d'être créée, qui s'appelle Fabrica Nova, hein, et qui réunit un certain nombre de structures d'insertion par l'activité économique qui font depuis longtemps, hein, qui travaillent depuis longtemps dans le réemploi avec le développement de ressourceries, etc. Et enfin, la métropole cherche à activer la commande publique, hein, notamment pour les structures d'insertion par l'activité économique. Et puis, plus récemment, elle est très active dans la mise en relation des acteurs de l'économie sociale et solidaire avec les grands groupes, puisque Grenoble est caractérisé quand même par la présence de grands groupes industriels, hein, ou dans le tertiaire. Hein, et une des dernières manifestations organisées avec la métropole est le pacte économique territorial, qui a conduit à mettre en relation des acteurs de l'ESS et des grands groupes pour voir comment s'intégrer davantage dans les marchés, notamment les marchés dits responsables. Merci. À l'ESS comme vecteur de la transition écologique, ça je pense que c'est vraiment son axe prioritaire, et elle est totalement intégrée dans le développement économique du territoire, que ce soit à court ou à moyen terme. Et pour conclure, moi je poserai 3 questions, hein, à la fois comme chercheur et comme acteur local, qui m'interrogent sur ces politiques locales, hein, notamment avec l'expérience d'ici. Première question, comment mieux conjuguer les compétences de développement économique de l'intercommunalité, de la métropole, avec la compétence d'économie de proximité des villes. D'une certaine manière, la ville a perdu, hein, sa compétence économie sociale et solidaire. Elle a toujours un élu d'économie de la proximité, mais elle n'a plus de service. Alors
alors que ce qu'on voit, c'est que beaucoup de commerces ferment en centre-ville, que les jeunes ménages quittent la ville-centre pour aller dans la périphérie avec toutes les nuisances, notamment écologiques, que cela produit. Alors il y a quelques expériences, comme les conciergeries. Il y a 3 conciergeries sur le territoire, mais je pense que... Si tu peux juste, excuse-moi juste Daniel, si tu peux juste, voilà, les trois questions, parce que on va, voilà, engager. C'est comment mieux intégrer le développement économique, le développement culturel et le développement social, alors que la métropole a pris des compétences dans la culture et la prévention spécialisée, et que la transition écologique, elle doit être aussi une transition culturelle et solidaire. Et enfin, 3e question, comment articuler la volonté de la métropole d'être chef de file, je cite, capable de coordonner et de structurer l'ESS, et sa volonté que les acteurs se structurent de façon autonome. Voilà. Merci beaucoup Daniel pour cette présentation et pour cette aussi mise en perspective historique du rôle d'une ville de Grenoble. On va peut-être tout de suite avoir un temps d'échange. Je vous propose de vous passer la parole, donc à la fois peut-être sur un peu les réactions par rapport aux présentations. Est-ce que vous reconnaissez dans les différentes phases que Laurent a présentées, et puis peut-être, je pense peut-être un accent aussi sur la question un peu des défis aujourd'hui que tu as rapidement présenté. Oui. Michel, comment est-ce qu'il faut que la personne vienne ici ou... Ouais, Michel, si tu veux venir ici. Michel Abervé, observateur attentif du sujet. J'ai bien aimé l'exposé de Laurent. Je lui suggère juste un point sur la première phase. Quand le premier secrétaire d'État à l'économie sociale a été nommé, Jean Gattel, 1984, il était secrétaire d'État à l'économie sociale et au développement local. Et je crois que tu devrais un peu, en plus tu as l'avantage de pouvoir interviewer Jean facilement sur ce sujet, dire comment à l'époque s'est articulée cette notion d'économie sociale et de développement local dans le choix de son secrétariat d'État et ce qu'il a pu faire dans cette double fonction. Ça éclairerait sans doute la partie sur laquelle je trouve que tu as été un peu elliptique. Merci. Effectivement, on ne manquera pas d'interviewer Jean sur le sujet. Emmanuel Rousset, je suis élu en département d'Ille-et-Vilaine à l'économie sociale et solidaire. Moi, j'ai trouvé très intéressant la présentation de Laurent Fraisse. J'ai trouvé très optimiste aussi. Et heureusement qu'il y a eu pour moi la page sur les défis, parce que peut-être que nous, on était dans des territoires en Bretagne qui étaient sur le haut de la vague dès le début, puisque les premiers pôles, l'économie sociale et solidaire, sont arrivés dans fin des années 90 en Bretagne. Mais comment on sort de la question de niche, en fait, et comment on arrive à faire une politique ESS qui irrigue l'ensemble de nos politiques publiques? C'est pas encore hyper simple. Moi, alors je trouve formidable, et on est membre évidemment du RTES, qu'il y a de plus en plus de collectivités adhérentes. Mais je vois pas dans ce que je situe en Bretagne une part à l'intérieur des politiques publiques, des collectivités qui faisaient déjà de l'ESS, une augmentation importante de la part de l'ESS dans nos réalités de politique publique. On a beau labourer, on a évolué, il y a des choses intéressantes, mais je trouve qu'il y a un cap à passer qui n'est pas encore aujourd'hui passé, et j'ai trouvé que le déroulé était assez optimiste en disant on passe des années 81 à 2021 où c'est banalisé l'ESS. Moi, je ne suis pas encore aussi sûre que ça soit banalisé. Ça se développe, il y a plus de collectivités engagées, il y a plus d'élus, etc. Mais si on regardait le chiffre d'affaires, entre guillemets, au sein de nos collectivités, de nos budgets ESS et leur évolution, voilà, c'est encore un peu laborieux. Alors c'est vrai que... Et puis cette question qui est un enjeu, c'est comment on coopère, et c'est ça où je suis assez bluffée par ce que fait la Nouvelle-Aquitaine et Bordeaux et la Gironde et tout. Comment on articule aussi nos collectivités au local, et qu'on n'ait pas une politique en silo, chacun à sa hauteur. On arrive très bien à le vivre au niveau du RTES. Comment, à l'échelle région, on arrive à démultiplier, parce qu'en plus, la loi NOTRe a reprécisé un certain nombre de compétences.
et comment on a à nous tous l'ensemble de la chaîne de l'émergence au post-accompagnement de nos politiques publiques pour que chacun fasse effet levier et qu'on ne soit pas des fois en concurrence sur les mêmes politiques publiques locales. Bonjour, Denise Clernet-Délec, actuellement présidente de Jeunesse Habitat Solidaire, peut-être ex-élue, pour prolonger la question de la personne qui vient d'intervenir. Moi ma question c'est comment on arrive à être une force de proposition pour bouger les cadres législatifs et juridiques. Parce que ma première expérience en tant qu'ex-élue du département de la Gironde, ça a été de me faire retoquer par le trésorier payeur le paiement d'actions que nous avions mises en place, puisque ça n'était pas, selon son analyse, dans le cadre juridique légal. Et je suis entièrement d'accord. On a à balayer en interne. Je crois qu'il y a eu une vraie progression de compétences et de prise en compte de l'ESS des élus. Je pense qu'il y a une vraie formation professionnelle pour les équipes techniques. Et comment on travaille beaucoup plus en transversalité, puisque c'est quand même ça la question de fond. Merci. Encore. Patricia ou Alain, 2 territoires ruraux, donc pas de souci. Oui, je n'avais pas demandé la parole dans ce cadre-là, mais ouais, plusieurs réactions. Je trouve que, moi, je pense aussi que c'est intéressant de mettre en avant ce que le RTES a apporté en matière de prise en compte de l'économie sociale et solidaire au niveau européen, qui, à mon avis, a été un des premiers réseaux dans le paysage. Ça a été un petit peu évoqué, mais pas beaucoup, à se dire qu'il fallait d'emblée, au moment de la création, inscrire la politique de l'économie sociale et solidaire à l'échelle européenne, et ce qui est quand même très important à plus d'un titre. Et donc il y a eu une publication, Maëlle la montre, sur ESS Europe. Voilà. Alors aujourd'hui, je pense que ça s'inscrit progressivement plus dans le paysage, mais c'est vraiment important, me semble-t-il, parce que c'est quand même un bon levier aussi pour faire progresser l'économie sociale sur les territoires. Et la deuxième chose, Emmanuel a pris la parole, c'est aussi le fait d'avoir pris en compte la place de l'ESS dans les territoires ruraux et de ce que l'économie sociale apporte à la cohésion sociale. Donc je trouve que ces aspects-là sont quand même des dimensions assez importantes et en phase avec l'époque. Voilà. Après, je suis d'accord avec Emmanuel. Tout ça ne répond pas à la question de comment on dépasse l'entre-soi et comment on dépasse le plafond de verre auquel se heurte l'ESS. Oui, bonjour. Alain Détol, donc je suis élu de Faux-la-Montagne en Creuse et vice-président d'une petite communauté de communes Creuse Grand Sud qui est en charge de l'accueil et de l'économie sociale et de l'économie de proximité. Bon, et puis j'ai une histoire dans l'économie sociale aussi de longue date. Ce qui me frappe le plus en fait dans les présentations qui ont été faites, c'est qu'on n'apparaît pas quelque chose qui me paraît vraiment fondamental dans l'économie sociale et qui dépasse largement l'économie, c'est la capacité qu'ont les structures qui relèvent de l'économie sociale d'être des outils de réappropriation citoyenne de l'avenir et des politiques des territoires. Ce n'est pas le seul outil qui existe de
de démocratie participative, mais c'en est un important. Et je me fais la réflexion, y compris par rapport à mes démarches de promotion ou de conviction ou de plaidoyer que je peux avoir par rapport à mes collègues dans la communauté de communes, que j'appuie peut-être pas assez et qu'on n'appuie peut-être pas assez globalement sur cet aspect appropriation citoyenne de l'avenir des territoires. Et qu'on n'est pas simplement dans de l'économie, qu'on la dépasse largement, mais ça on en est d'accord et on le sait très bien. Mais sous cet aspect-là de participation citoyenne, de réappropriation de l'ensemble des éléments, il me semble que c'est des choses sur lesquelles on doit travailler, qui est une manière d'exposer ce que sont les différentes activités de l'économie sociale, qui permet aussi peut-être de trouver des liens plus profonds, notamment entre le monde associatif et les autres formes d'économie sociale, parce qu'on est au cœur du sujet, là, et on est au cœur d'un sujet et d'un enjeu fondamental pour nos avenirs et pour nos différents territoires. Il y a encore 2 questions. Bonjour, Daniel Vicente, association Habitat Jeune Sud-Aquitaine, basée à Tarnos, membre du pôle de coopération territoriale aussi Sud-Aquitaine. Moi, je me posais une question et ça n'a pas été relevé, mais c'est sur les enjeux liés peut-être à la décentralisation qui, me semble, il y a des initiatives très très fortes sur les territoires avec des territoires de projet. Et on a parlé là de l'Union européenne, mais au niveau national, peut-être que là, je pense que les solutions elles pourraient venir des territoires. Donc l'enjeu de la décentralisation là-dedans, dans les défis à relever, me semble intéressant. J'aimerais bien avoir votre avis. Merci. Peut-être une dernière question. Alors, 2 dernières, et puis ensuite, je vous repasse la parole par rapport à tous les sujets qui ont été abordés. Bonjour, je suis Sophie Pickman, je suis élue au département de la Gironde, vice-présidente de l'urgence sociale, alors habitat insertion et à la fin il y a économie sociale et solidaire depuis le mois de juillet. Alors je connais un peu l'ESS, je travaille dedans, mais ce que je voulais peut-être souligner c'est que finalement quand on regarde dans les collectivités, nous par exemple au département, l'ESS on y participe énormément quand on finance les associations sportives et culturelles. C'est de l'ESS. La culture, c'est de l'ESS. Et c'est vrai qu'il faut former les services. Et là, finalement, quand on creuse, on voit que, mais oui, les assos d'insertion, les IAE, c'est aussi de l'économie sociale et solidaire. Parce que nous, par exemple, au département, la loi NOTRe, on ne peut plus financer les CAE. Une question de financement. Est-ce que c'est vraiment, je me dis, une question de financement ou de transversalité des politiques sectorielles dans nos collectivités? Moi, ce que je vais travailler, c'est la transversalité, avec les équipes de la culture, de l'associatif, et au milieu, un noyau qui est le petit service ESS que j'ai au sein de la Gironde, où j'ai un agent ou 2. Mais je pense que si j'arrive à faire que tous les services arrivent à travailler ensemble et arriver à mettre un espèce de modèle qui ferait que ça serait... Nous, on dit c'est de l'ESS parce qu'on a un financement différent. Nous, on va travailler beaucoup sur les coopérations entre acteurs. Ce que je voudrais, c'est que dans certains territoires, il y ait des acteurs qui se travaillent ensemble dans plusieurs divers champs. On en a en Gironde. On a des collectifs qui se sont mis en place et que l'on aide à se mettre en place et après en financement. Si on arrive à faire ça collectivité, on arrivera un peu à faire de l'ESS, pas vraiment avec une politique vraiment dite ESS au département, mais qui serait transversale et qui ferait qu'on arrive à faire des choses sur les territoires et à aider les structures à émerger. C'était un peu ma réflexion, à me dire que, voilà, moi je l'ai vu il y a 2 jours, il y a une directrice qui m'a dit « Ah mais finalement, je mets beaucoup d'argent dans l'ESS ». Je dis « Oui, moi je le savais ». Mais elle ne le savait pas, c'est étonnant quand même. Merci. Merci. Bonjour, merci à vous. Donc Siam Lavi, je suis vice-présidente à Saint-Étienne Métropole en charge entre autres de l'ESS. Donc l'ESS à Saint-Étienne Métropole, alors déjà Saint-Étienne Métropole c'est 405 000 habitants et l'ESS représente un petit peu plus de 14% de l'emploi local, c'est 21 000 emplois rien que sur la métropole stéphanoise et 19 dans le secteur privé. Donc on a une véritable spécificité à Saint-Étienne Métropole et nous développons maintenant un programme très ambitieux et très volontariste depuis maintenant 2017 avec les structures
de l'ESS. D'abord pour pouvoir sensibiliser et promouvoir l'ESS auprès des élus locaux. C'est d'abord une première mission extrêmement importante parce que beaucoup de maires ont sur leur territoire des ESS qu'ils ignorent ou qu'ils méconnaissent, mais aussi pour accompagner les projets de développement de ces structures ESS avec un budget assez conséquent et un accompagnement très fort par du personnel donc, qui accompagne la structuration de ces entreprises. Et on accompagne également le changement d'échelle et la pérennisation de ces ESS. Alors, moi, c'est une question très simple, compte tenu de tout ce qui est déjà fait et de la politique que l'on développe sur notre territoire. C'est comment est-ce qu'on a la possibilité de, entre guillemets, alors ça peut être contradictoire ce que je vais dire, paradoxal du moins, comment est-ce qu'on démocratise l'ESS avec le grand public et que ce soit quelque chose d'accessible à tous les publics et que ce ne soit pas uniquement un sujet d'initiés. On a fait 2 ou 3 temps très forts sur Saint-Étienne et où on a eu toujours les mêmes personnes qui se sont présentes, les acteurs associatifs, économiques ou les élus qui se sentent concernés sur ces sujets. Comment est-ce que je peux aussi concilier et raccrocher l'ESS, notamment par exemple à la politique de la ville, où les habitants notamment de ces quartiers peuvent se saisir de ces sujets, peut-être d'abord par exemple pour lutter contre la précarité alimentaire, mais pas uniquement, pour pouvoir aussi répondre à différents enjeux, on l'a dit, environnementaux, sociaux, sociétaux, économiques, et comment l'ESS peut-il aussi être une véritable réponse à la lutte contre le chômage, quand on voit le taux de chômeurs et à côté, notamment on l'a vu durant la crise sanitaire, toutes les propositions qui ont pu être faites sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie de la vie, comment est-ce qu'on fait pour aller plus loin sur ces questions? Voilà, merci. Merci beaucoup. Oui, pardon. Bonjour, Abdel Daoui à la Direction Générale de Jeunesse Habitat Solidaire. Pour resituer un Jeunesse Habitat Solidaire, c'est par le logement accompagné des parcours d'insertion. En fait, voilà, c'est anciennement l'IFJT. Ma question, elle va être assez simple et assez directe. Elle va porter finalement sur les PTCE, puisque j'en entends beaucoup parler aujourd'hui. Est-ce que ça va devenir l'alpha et l'oméga en fait des possibilités de coopération et comment on intègre en fait PTCE ou pas la temporalité en fait, le fait qu'on se donne également en fait du temps pour maturer, pour s'acculturer également, pour se mettre également en réseau, pour correspondre également sur des enjeux. Donc c'est une inquiétude que j'exprime à travers également en fait les PTCE et le jeu d'acteurs qu'il peut y avoir sur la captation de finances publiques. Alors je vous propose peut-être pour cette dernière question de la traiter cet après-midi, parce qu'il y a un atelier cet après-midi à 14h qui est donc organisé avec le labo de l'ESS et le RTES, spécifiquement sur la question des pôles territoriaux de coopération économique. Donc je vous propose peut-être de renvoyer ce sujet important à cet après-midi. Par rapport peut-être aux différentes interventions, il y a eu plusieurs interventions, en tout cas ce que j'ai entendu autour des questions de compétences, de répartition des compétences, de rôles possibles des départements, des villes, des intercommunalités et surtout de l'articulation entre les différentes collectivités qui était effectivement un enjeu important des politiques. La question aussi de la place des citoyens, l'engagement citoyen dans l'économie, la façon dont l'ESS peut être davantage connu auprès du grand public et donc comment le grand public peut aussi s'engager de façon plus importante. La question de la transversalité de l'ESS dans l'ensemble des politiques publiques. Voilà, puis on a un peu évoqué aussi la question des filières qui était aussi un des sujets que Laurent tu avais pointé. C'est bon, il nous reste une 15 minutes. Peut-être Stéphane et Maëlle, avant de laisser la parole à Laurent sur les suites de l'étude, un peu vos réactions par rapport aux différentes interventions. Merci Anne-Laure, bonjour à toutes et à tous. Je ne suis pas certain de répondre à toutes les questions qui ont été posées parce que déjà il y a des ateliers qui vont se dérouler effectivement cet après-midi qui permettront je pense d'y revenir de manière un peu plus précise et spécifique. Alors je descends en même temps, c'est assez curieux. Moi je voulais revenir sur 3 choses en particulier suite à vos interventions et à la présentation que vous avez fait Laurent Fraisse. Dans la segmentation historique
que vous proposez des politiques publiques et de la prise en compte de l'ESS dans les politiques publiques et les collectivités, vous regardez beaucoup la question des dynamiques. Donc c'est vrai que quand on prend la dynamique, on va effectivement, on suit ce chemin-là d'une ESS pas du tout institutionnelle à une ESS qui s'institutionnalise progressivement et qui se pose d'ailleurs aujourd'hui la question de sa propre institutionnalisation qu'elle a elle-même souhaité il y a une vingtaine d'années. Donc on est dans cette dynamique-là qui est intéressante. Et quand on regarde la réalité, je pense qu'elle est un peu plus hétérogène dans le sens où, en fonction de si on parle de l'État ou de telle ou telle collectivité, on en est parfois à la phase 1, parfois à la phase 2, parfois à la phase 3. Donc comment dire, ce sont des événements qui se sont succédés, mais qui ne sont pas forcément généralisés et applicables à toutes les collectivités. Voilà, c'était juste peut-être un point de réflexion. Deuxième sujet, c'est un peu la question que vous abordez, monsieur. Comment est-ce qu'on conserve et on renforce la dimension citoyenne et participative de l'économie sociale et solidaire ? Et ça fait partie des travaux que vous menez souvent, mais c'est sur la question de la co-construction des politiques publiques qui est en lien justement avec cette histoire d'institutionnalisation. Je vais y arriver, décidément. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a reconnu l'ESS comme un acteur de territoire, du développement local et pouvant apporter des solutions à un territoire, comment est-ce qu'en tant que collectivité, j'agis pas uniquement, ou État, je n'agis pas uniquement en m'appuyant sur les acteurs qui existent, non pas pour ce qu'ils sont, mais pour ce dont j'ai besoin qu'ils fassent pour moi. Et là, on peut avoir un risque, c'est-à-dire que nous, on va se servir des acteurs de l'ESS pour mener notre propre projet municipal, départemental, régional, etc. Là, il y a un risque parce qu'on tord l'ESS, on le fait dévier de ses principes et de ses valeurs. Et la question, du coup, c'est comment est-ce qu'on va réussir à trouver un peu ce chemin et ce croisement entre ce que moi, je souhaite faire en tant qu'élu, ce pourquoi j'ai été élu, les projets que je souhaite porter, et les acteurs locaux qui sont des ressources. Comment est-ce qu'on peut arriver à co-construire effectivement des solutions à des problématiques identifiées. Nous, ce qu'on dit beaucoup à Bordeaux, c'est qu'il faut sortir de l'élu seul décideur pour aller vers un élu qui soit co-porteur de projet, une collectivité qui soit co-porteuse de projet. Il faut qu'on sorte de l'élu qui oriente parfois via des appels à projets trop contraints, trop restrictifs certaines politiques publiques et qu'on soit plutôt dans un rôle de facilitation, de passation entre des acteurs, entre nos services et la collective et les acteurs de l'ESS. Et puis je crois qu'il faut qu'on arrive à vraiment trouver ce croisement entre l'initiative 100% publique et l'initiative privée non lucrative ou à lucrativité encadrée, limitée, appelons-la comme on veut. Et c'est là où on va réussir à trouver un espace qui sera les communs en fait. Et c'est ces communs municipaux, à mon avis, qui doivent pouvoir guider notre action. C'est pas simple, mais c'est la vision qu'on peut arriver à apporter pour trouver ce croisement-là. Et je terminerai juste sur un dernier sujet. Je vois Emmanuel, Patricia, Benjamin, beaucoup d'élus ici en charge de l'ESS. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que nous, on passe beaucoup de temps avec notre petit bâton de pèlerin à aller voir, toi, l'élu culture, quels sont tes projets. Ah, tu pourrais faire ici, là, tu pourrais mettre de l'ESS. Ah, là, tu pourrais passer par un traiteur d'insertion. Et toi, l'élu à l'urbanisme. Et toi, l'élu, etc. Donc, en fait, on est des VRP de l'ESS dans notre collectivité et on essaie comme ça de contribuer au changement d'échelle. C'est pas simple, parce qu'on n'y arrive pas toujours, on rate des projets, on peut pas être partout tout le temps. Parce que souvent, en plus, on a des équipes réduites derrière pour nous aider. Efficaces, Charles, mais réduites. Et donc ça, c'est effectivement extrêmement compliqué. Et finalement, moi, je pense que la question qu'il faut qu'on arrive à se poser aussi, et je vais être un peu provocateur dans la fin de mon intervention, mais c'est de dire, nous, collectivités, on demande aux acteurs de l'ESS de changer d'échelle. Mais nous, puissance publique, quand est-ce qu'on change d'échelle sur notre propre politique publique à destination de l'ESS? Je pense que ça, c'est vraiment le vrai sujet. Et pourquoi on n'y arrive pas? Parce qu'il y a un sujet politique derrière aussi. Il y a des désaccords, il y a des visions différentes sur à quoi sert l'ESS sur un territoire. Peut-être qu'à un moment, il faudra qu'on assume que l'ESS est un mouvement politique en soi, qu'on porte des valeurs, qu'on porte des principes, qu'on porte des actions de transition. Et à ce moment-là, peut-être on arrivera à aller mener un certain nombre de batailles, à les gagner, on en perdra d'autres, etc. Mais je pense que c'est une question qu'on doit pouvoir se poser collectivement. Est-ce qu'on est un mouvement politique ou non? Si oui, comment est-ce qu'on le met en œuvre? Comment est-ce qu'on le travaille? Comment est-ce qu'on va occuper des différents cadres, différents espaces pour aller faire bouger ces lignes-là? La réglementation, la fiscalité, les réglementations européennes, etc. On ne va pas y arriver effectivement uniquement avec nos initiatives locales, très utiles, très pertinentes, mais comment est-ce qu'on arrive aussi à changer notre propre échelle dans nos politiques publiques? Merci. Merci. Merci pour tous ces échanges. Merci Laurent aussi pour cette rétrospective
20 ans de SS, on n'est pas sérieux encore à 20 ans. Hein, le RTES n'est pas encore un réseau sérieux. En tout cas, à 20 ans, on a encore toujours envie de changer le monde. Et ça fait écho à ce que tu viens de dire, Stéphane. C'est que l'ambition, en tout cas des uns et des autres qui se réunissent sur les communs, sur le déploiement de l'économie sociale et solidaire dans les territoires, c'est que humblement, on a envie de contribuer à améliorer le monde dans lequel on évolue et dans la décennie cruciale qui se présente. Non seulement on a envie de le changer, mais on a envie de prendre les choses en main. Donc oui, on a des enjeux de repolitiser ces sujets d'économie sociale et solidaire. On a cet enjeu-là parce qu'effectivement, aujourd'hui, entre la professionnalisation, la consolidation et le rôle des acteurs publics, et je répondrai, monsieur, à votre souhait de nous entendre sur la décentralisation. Oui, on sait que sur nos territoires, les solutions, elles sont là, elles existent, elles ne sont plus à la phase d'émergence. On le voit, on va déployer. Mais on a aussi des grosses contradictions et des grosses confrontations. Je prendrai un exemple, l'ubérisation des livreurs, mais on peut en parler sur les aides-soignantes, etc. Nous avons aussi l'ESSisation de nos territoires. Et ça, c'est un positionnement politique. C'est de se dire, comme quand je vous ai parlé tout à l'heure de la prise en main des citoyens, de la prise en main des citoyens, des projets, des territoires, c'est un positionnement politique de l'économie sociale et solidaire. On fait avec, on fait pour, on fait ensemble. Et c'est l'essence de nos valeurs. Enfin, c'est ce qu'on retrouve dans nos ADN. Ça, c'est sur les territoires. On le sait, on est en France. Donc la loi, c'est important pour reconnaître, pour mettre du cadre, et c'est un acquis. On le sait aussi qu'on aura certainement plusieurs batailles à mener sur des sujets peut-être plus thématiques à l'Assemblée nationale. Et moi, je crois aussi, et c'est Patricia, je te remercie de l'avoir souligné, Patricia, la question européenne qui arrive en 2022, elle est cruciale pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et c'est bien en engagement collectif qu'on va pouvoir porter ensemble, à travers le réseau du RTES et d'autres réseaux, ces thématiques et les mettre à l'agenda ou les mettre sur la table. Et c'est important parce que nos mutations, si on se dit les choses, on rentre dans un moment un peu de stabilité. Stabilité pourquoi ? Parce qu'après les épisodes électoraux, municipaux, départementaux, régionaux, on peut se dire que nous, les territoires, l'ESS va... Enfin, en tous les cas, on travaille à faire en sorte que l'ESS soit présent dans les exécutifs, dans les agendas, sur un temps long, puisque c'est le temps, en fait, de la politique publique. Donc, en gros, on a stabilisé ça. Par contre, on aura aussi besoin de continuer à, et je crois que c'est Emmanuel qui le disait, à se regarder en disant comment on travaille à tous les échelons, comment on profite des dynamiques sur le différents territoires et qu'on se l'applique à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comment le pôle nantais vient se positionner en collaboration avec le pôle rennais, en collaboration avec le pôle bordelais, avec les agendas des collectivités qu'on a. Et on sera d'autant plus puissant. On sera d'autant plus puissant et écouté et reconnu. Parce qu'en fait, je crois qu'on est à un moment de bifurcation. Enfin, vraiment, on est à un moment crucial où en fait, on s'interroge sur comment grandir, comment on va grandir. Et en fait, moi, ce que je ressens, en fait, dans mon ressenti, en fait, du niveau des retours des adhérents du RTES, c'est qu'on est arrivé à une certaine forme de maturité. Alors, je le disais, on n'est pas sérieux à 20 ans, mais on a envie de... Voilà, on arrive à une certaine forme de maturité sur plein de territoires français, où on ne peut plus être simple partenaire avec les acteurs de l'ESS de manière classique. On a envie de passer un cap. Et donc de rentrer dans cette phase de coopération. Alors toi, tu appelles ça les communs. On a du travail à faire là-dessus. Mais en gros, moi, je pense qu'on rentre dans l'idée de se dire qu'il y a des projets de territoire sur lesquels on doit transformer profondément les manières de faire et les postures d'élus aussi.
Et comment on sécurise ça? Au-delà de la posture, on a des outils. On a des outils juridiques. Les SIC sont un fabuleux outil juridique pour garantir en fait, à une collectivité, aux acteurs de l'ESS, etc., les positionnements et de se respecter. Mais aussi de pouvoir dire à un moment donné de divorcer. C'est-à-dire si ça ne marche pas, comment je sors? On rompt le contrat et comment ça marche? Et il faudra, et c'est là où je reviens sur les aspects loi et ce qu'on aura à faire au niveau national en 2022, c'est qu'on revient sur l'importance en faire des allers-retours pour pouvoir garantir ce qu'on a envie de mener et faire transformer sur les territoires. Comment grandir et aller voir le grand public? Moi, je pense qu'il faut aussi, dans le bilan, se dire ce qu'on fait moins bien. L'économie sociale et solidaire ne sait pas communiquer. Voilà, on ne sait pas faire. On a l'art de complexifier parce que c'est complexe ce qu'on veut faire, et c'est plutôt divers, plutôt enrichissant, etc. Sauf qu'en gros, on ne veut pas tomber dans le travers de la start-up qui communique, mais en attendant, on ne communique pas. Ou mal. Je vous invite à regarder... Emeline, je suis désolée, hein, je cite la carte du RTES que vous trouverez sur le site internet. Moi, je vous invite à regarder ce que font les Belges, je vous invite à regarder ce que font... et c'est tout le travail qu'on mène au RTES, de s'inspirer sur les bonnes pratiques des Québécois. En fait, il y a des postures de communication, il y a des choix qui sont faits pour rendre le truc sexy, drôle ou pas, enfin voilà. Et ça, on ne le fait pas bien. Nous, les collectivités, alors en plus, nous, on a la capacité de faire de la communication institutionnelle, donc autant vous dire que c'est barbant. Mais peut-être qu'on a un truc à travailler ensemble, justement, sur le quotidien de l'ESS et mieux communiquer. Et puis, il y a les sujets. Comment rendre l'ESS populaire? Eh bien, il faut aller là où il y a du monde. Il faut aller là où sont les sujets. Aujourd'hui, faut parler foot. Enfin, moi, hier soir, il y avait un match de foot. Bon, on ne l'a pas regardé. Non, voilà. Mais c'est là que ça se passe, en fait. C'est, moi, la capacité de voir la Beaujoire d'accueillir 35 000 spectateurs tous les week-ends quasiment, je me dis que c'est là que ça se passe. Donc, si on regarde le calendrier et puis qu'on regarde la réalité du sport, c'est-à-dire la réalité économique d'un sport comme le football, bah, en fait, on se rend compte que... les modèles de l'économie sociale et solidaire peuvent être des modèles hyper intéressants pour stabiliser un club, pour stabiliser aussi les risques pris par une collectivité de suivre cette folie du foot. Mais là, je parle que du foot, mais on pourrait parler du basket, du hand, du rugby. On a un vrai truc à aller vers ces sujets-là, vers ces thématiques-là, parce qu'en fait, c'est là où il y a du monde. Moi, je vais vous dire, je suis hyper contente parce qu'on va accueillir à Nantes la Coupe du Monde de rugby. Alors c'est un peu la classe parce que, enfin bon bref, je suis assez fan de rugby. Et en gros, moi j'ai levé la main en disant mais on a la capacité à Nantes de saisir c'est en 2023, de saisir ce calendrier-là pour commencer à travailler sur comment on va aller chercher la bière locale ESS d'insertion, comment on va aller travailler avec les vendeurs de frites et de sandwichs pour avoir un truc zéro déchet qui met en avant aussi les produits locaux, etc. J'ai plein d'idées. C'est super. Sauf que derrière, la capacité à produire de la bière à l'échelle d'un match, on va le dire, entre les Pays de Galles et l'Argentine, il va falloir faire monter en compétence, en puissance, l'acteur qu'on accompagne. Et là, on a aussi la capacité, alors là je retombe sur mes mots, commande publique, etc., mais à poser le curseur avec les acteurs du territoire pour dire, voilà, comment on se mobilise, comment on grandit ensemble sur ces sujets-là, et comment on vous rend visible, ou pas, en fonction de vos envies, sur ces... Pardon, ouais, je suis hyper rapide, mais ça y est, je parle de rugby, donc c'est... Voilà. Donc comment on grandit là-dessus? Et je pense que... on n'est pas dans la gestion de l'héritage, en fait. Dans ce que tu nous présentes là, on le sent bien, on a un moment de bifurcation, je l'ai dit. Tu as parlé, moi je parle de bande passante, c'est-à-dire qu'on a un vivier de solutions et puis dans nos collectivités, la bande passante, elle est toujours la même, c'est-à-dire un ou peut-être 2 élus, 3 ou 4 techniciens et puis en fait, voilà.
Donc là, je suis en train de faire la promo de la 5G, j'ai l'impression. Non, c'est ça, de la bande passante. Mais en gros, voilà, moi je trouve que là aussi, on a à travailler sur cette fameuse bande passante en étoffant nos équipes, mais pas forcément en retournant la tête d'autres élus, en faisant de la politique. Un mot, oui, ouais, un mot, mais peut-être que finalement, merci en tout cas pour le débat, je trouve très riche, et il y a beaucoup d'éléments qui vont permettre effectivement d'orienter ce travail-là. Je pense que ce que j'ai entendu, c'est effectivement, il y a besoin de différencier les configurations de territoires, de niveaux de collectivité locale, pour ne pas avoir écrasé les réalités diverses des membres du RTES à travers une sorte de récit commun un peu trop positif. Donc il y a aussi... voilà, mais bon, c'était un petit peu... donc ça sert à ça aussi, les phases de mise en débat. Et donc effectivement, quand j'ai mis dans la phase 3, depuis 2014, qu'il y a eu des épreuves, il y a eu des changements de majorité dans des régions où il y a pu y avoir je pense, sur la transversalité, sur la capacité à travailler en multiniveau, entre collectivités, sur des choses comme ça, il y a pu y avoir des régressions dans certains territoires aussi. Donc on sait qu'il y a des départements qui ont abandonné l'ESS avec la loi NOTRe. Donc il y a pu y avoir, face aux épreuves, il y a eu une résilience, mais il y a eu aussi des difficultés qui fait que peut-être que la longue marche vers l'ESS qui peut apparaître dans cette périodisation et à nuancer au travers des territoires. Après, je trouve qu'effectivement, il y a un certain nombre, vous avez ajouté les défis, il y a ce défi de la citoyenneté, de la participation, qui n'est pas sans tension avec un référentiel, comme j'ai dit, plus économique et entrepreneurial, qui ont fait qu'en gros, je veux dire, les initiatives n'existent pas dans la loi ESS. Il faut se le dire, à un moment donné. Moi, j'ai regardé, il y a 70 occurrences sur entreprise. Il y a peut-être 1 ou 2 occurrences sur initiative. Les habitants, les citoyens, on les touche par les initiatives. Et ça touche la question que je connais bien, la co-construction. On a co-construit des politiques avec un milieu, une expertise avec des écosystèmes qui se sont densifiés, avec des acteurs qui savent... Un référentiel, ça veut dire qu'il y a un langage commun, mais effectivement, avec un certain nombre d'acteurs qui sont un peu toujours les mêmes. Ça a été utile à un moment donné, mais on voit que ça peut faire écran, parce que l'écosystème, ça peut faire écran. Et donc, quand on dit l'écosystème, c'est comment ça fait écran vis-à-vis de populations initiatives, mais comment ça fait aussi... la question, c'est comment on passe au système de l'écosystème territorial à la coopération économique. Parce qu'un écosystème peut y avoir... c'est pas forcément des rapports de coopération. Donc je pense que là, on peut aller plus loin sur le changement d'échelle. Et puis, il y a la transversalité, ça fait partie aussi, il y a le fameux plafond de verre. C'est aussi une sorte de plafond de transversalité où il y a des avancées, mais il y a aussi... Voilà. Et moi, je pense encore une fois que sur la question des financements, il y a vraiment des manières d'aller plus loin, parce que si vous construisez, vous êtes hyper innovant sur la politique de l'ESS, et que sur des politiques mainstream, on coupe les budgets, on resserre les vis, et que vous avez des acteurs qui doivent fermer boutique, etc., vous avez du décalage sur votre territoire entre des politiques de l'ESS qui peuvent être innovantes et des politiques mainstream qui mettent en difficulté les acteurs. Et c'est en tout cas, moi je dis, avoir une vision stratégique des financements et de l'ensemble sur une même collectivité locale. Hein. Vous pouvez avoir sur les modes de contractualisation au sein d'une même collectivité locale de l'appel d'offres, de l'appel à projet et de la convention pluriannuelle et sans aucune cohérence pour les acteurs. Donc je pense qu'il y a une vraie marge de manœuvre, je ne dis pas que c'est facile, mais en tout cas, si déjà sur une vision stratégique et financière de comment on appuie l'ESS, je pense qu'il y a des marges de manœuvre. Et puis, je suis d'accord, sur la décentralisation, pour moi, l'enjeu aujourd'hui, c'est comment retrouver des marges de manœuvre fiscales et financières des collectivités. Aujourd'hui, et ça c'est un combat que l'ESS peut porter avec d'autres, mais je crois qu'à un moment donné, aujourd'hui l'enjeu il est là à un moment donné. Et puis la dernière chose, alors je suis d'accord, je vais rajouter évidemment effectivement des enjeux européens, etc. Je crois qu'il y a la repolitisation, mais ça c'est le boulot de la phase, ça va être le boulot de la phase scénario. Hein, parce que je crois qu'il n'y a pas qu'un seul discours politique. D'abord, ces discours politiques parfois ils sont implicites.
Donc on va aller les chercher chez les chercheurs et chez les acteurs. Parfois, la technicisation fait qu'on n'ose pas dire quel projet de territoire on veut. Il y en a qui le font. Et deuxièmement, j'ai entendu transition écologique et solidaire. Est-ce que tous les élus tiennent ce discours-là sur transition écologique et solidaire? Il y a peut-être différents, en tout cas, visions à faire, scénarios à mettre un petit peu en débat. Voilà, non mais je dis parce que la question à un moment donné, si on veut que entre une ESS qui se diffuse et qui peut être portée, on va dire, par l'ensemble de la classe politique française, mais peut-être, mais quelle politique de ESS pour quel projet? Peut-être qu'au sein du CA, il n'y aura peut-être pas les mêmes. Voilà, donc c'est aussi à un moment donné, comment mouvement politique, j'ai bien entendu, comment on porte et jusqu'où l'objectif d'avoir de plus en plus de collectivités et en même temps de porter un projet politique commun s'articule. Merci beaucoup Laurent, merci beaucoup à vous tous. Sur les prochains rendez-vous, donc a été évoquée l'idée de mise en débat de ces scénarios. Donc on vous donne tous rendez-vous à Strasbourg le 16 février. Donc Strasbourg accueille les 17 et 18 février les rencontres européennes de l'économie sociale et solidaire dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Et on a prévu au RTES un temps la veille, donc à la fois pour fêter les 20 ans et en profiter également pour justement mettre en débat les différents scénarios sur lesquels Laurent Fraisse et Jean-Louis Laville travaillent à partir de vos contributions. J'en profite aussi juste pour un petit rappel. On a sollicité les collectivités locales pour qu'elles puissent nous transmettre toute la littérature un peu grise dont elles peuvent disposer, que ce soit par exemple les évaluations des politiques qui ont été menées, les plans de développement, éventuellement la façon dont les collectivités, dans leurs bulletins ou autres, parlent de l'ESS. Alors, on en a déjà repéré un certain nombre sur le site du RTES, mais vraiment, c'est la matière aussi à partir de laquelle Laurent va pouvoir approfondir les sujets. Et dernier point sur les prochains rendez-vous, donc cet après-midi, 14h, sur les pôles territoriaux de coopération économique, vous retrouverez dans le programme. Autour de la question de la coopération, à 16h, il y a le documentaire Entre les plis, qui avait en présence donc, du réalisateur Guy Baudon, qui est vraiment un super documentaire qui a été fait à partir du travail mené par l'Institut des territoires coopératifs, donc autour des processus de coopération dans les territoires, donc à la médiathèque de 16h à 18h. Il y a également un atelier qui est proposé par l'AVIS et le RTES sur la question des territoires ruraux avec l'expérience d'Ille-et-Vilaine, avec Emmanuel Rousset sur la revitalisation des centres-bourgs. Voilà, donc ça, c'est un programme dans le cadre du forum. Le 30 novembre, matin, dans plusieurs territoires, notamment à Poitiers. Bien sûr, à Poitiers, à la caserne de Poitiers, mais aussi à Nantes, mais aussi à Grasse, mais aussi à Nancy, dans plusieurs territoires, à l'occasion de la publication d'un ouvrage sur les 20 ans du RTES qui est en cours de finalisation, donc qui n'est pas un regard chercheur, qui est plus un regard un peu de ceux qui ont fait le RTES. À l'occasion de la sortie de cette publication, on aura un temps de visio collective interterritoire, pour une étape pour fêter ces 20 ans. Et puis juste peut-être parce que ça a été évoqué, l'Agora des SIC, la question des SIC a été un peu évoquée. Le 16 décembre, un temps fort porté par la CGSCOP sur l'Agora des SIC, et notamment sur les liens entre collectivités et SIC, qui est donc porté par la CGSCOP, où on aura le témoignage du Sporting Club de Bastia, de ses initiateurs, qui est donc un des clubs de foot qui a été aujourd'hui repris en société coopérative d'intérêt collectif. Voilà, en tout cas, ça va être un moment important par rapport au SIC, à la fois de plaidoyer et de partage d'expérience. Voilà, merci beaucoup à vous pour votre participation. Pardon.